Donc, bonsoir à tous, merci d'être venus, merci Monsieur Paluto. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Donc c'est ce soir notre 4e et dernière entrevue citoyenne avec un des candidats tête de liste pour les municipales de Bordeaux. Le Réveil Bordelais. Le Réveil Bordelais. Donc je vais vous présenter quand même la Jeune Chambre, vous ayez une idée de notre association. Donc, nous sommes une association de jeunes de 18 à 40 ans qui œuvront pour impacter positivement la société, le territoire pour le coup de Bordeaux. On travaille sur 4 axes qui sont l'emploi, l'économie, l'aménagement du territoire et la préservation de la planète. Et nous sommes aussi un incubateur de leaders citoyens. Notre objectif, pourquoi cette entrevue citoyenne, c'est que nous souhaitons participer au débat politique et être acteurs. Et comme la plupart d'entre nous habitons sur Bordeaux, c'est aussi quel choix allons-nous faire pour la future municipalité. Donc ce soir, voilà, on va se présenter un par un. Après, comme le timing, il y aura 4 questions sur nos axes de travail et on finira sur les questions personnelles, plus ou moins impertinentes, on verra. Ouais. Donc, logiquement, il y en a pour 45 minutes. Il n'y a pas de questions impertinentes. Des questions personnelles et sympathiques, on va dire. Donc, pour ma part, je m'appelle Alexandre Barbet, j'ai 38 ans. Donc, cette année, je suis président de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Monsieur le Président. Merci. Je travaille dans l'immobilier, donc pour le groupe Domo France, et je gère les quartiers de Lormont-Génicard et de Bassens sur le Morat. Et donc, mon rêve pour Bordeaux, c'est que Bordeaux reste une ville attractive pour les touristes du monde entier, puisque c'est une ville magnifique. Patrimoniale de l'UNESCO. Donc, je m'appelle Solène Pénisson, je suis observatrice depuis un an à la Jeune Chambre. Titre professionnel, je suis avocate en droit public. Et mon rêve pour Bordeaux, c'est de respirer dans tous les sens possibles. Très bien, très bien. On parlait de la respiration bordelaise. Alors bonjour, ou plutôt bonsoir, je m'appelle Hugo Arzur, j'étudie à EPH en marketing et ce que je souhaite c'est tout simplement voir un Bordeaux plus vert avec plus de parcs et plus familial, plus convivial. Bonsoir. Bonsoir, moi Bonsoir. c'est Camille Tellier, je suis membre depuis 3 ans à la Jeune Chambre et dans la vie je suis gestionnaire technique bâtiment. Et mon souhait pour Bordeaux c'est d'avoir une ville plus verte et plus propre. Bonsoir, Diane Roussel, membre depuis un an de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Je travaille anciennement dans ce qui était immobilier, promotion immobilière. Aujourd'hui, je me marque davantage vers le tourisme. Et pour rebondir sur ce que les uns et les autres disaient, il est vrai que le côté respiration urbaine et végétalisation m'inquiète sérieusement en ce moment. Ça se recoupe avec les inquiétudes de mes partenaires. Ouais. Bonsoir, moi je suis Jean-François Pieux, j'ai 33 ans, je suis membre de la Jeune Chambre économique depuis bientôt 7 ans, donc un siège d'ancienneté dans cette association. Je suis technicien support en informatique dans la vie et mon rêve pour Bordeaux, c'est de donner la place à toutes les mobilités et notamment le vélo plus ce n'est aujourd'hui. Très bien. Justement, sur le vélo, sur les autres mobilités alternatives, les moyens de se déplacer alternatives, on a justement des idées précises qui ont été abordées d'ailleurs lors d'un débat sur TV7 la semaine dernière. Voilà, c'est original. Alors Xavier Boutry, 33 ans également. Nouvel arrivant sur Bordeaux depuis un an et demi maintenant. Chef de projet informatique. Et mon rêve pour Bordeaux, ça rejoint beaucoup l'ensemble d'ici. C'est le côté manque de verdure de Bordeaux qui m'a interpellé forcément. Et donc beaucoup plus de verdure pour demain, surtout en été. Ça peut être qu'un plus. Bonsoir Anthony, merci d'être venu. Pour le coup, chacun se présente si ça ne te dérange pas de le faire, ce que tu fais dans la vie, puis ta Jeune Chambre. Ok. Une seconde. Donc bonjour, Anthony, Jeune Chambre économique de Montpellier. Je suis de passage ce soir. Je connais assez peu Bordeaux, du moins dans son fonctionnement, mais c'est bien Bordeaux pour ce qui est de la ville et son image. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce qui va se dire ce soir. Merci. Merci à vous. Et donc, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir. Chantal Boadba, 36 ans. Donc moi je suis membre de la Jeune Chambre économique de Bordeaux depuis 10 ans maintenant. J'ai été présidente en 2015. Je suis également conseiller Césaire puisque je
possible. Et oui. C'est pas possible. Pourtant, je suis très assidu au GIA. Donc voilà. Et donc je représente au sein du Césaire la Fédération des jeunes champs économiques de Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Et à titre professionnel, eh bien, je suis la secrétaire générale de la CPME Nouvelle-Aquitaine et CPME Gironde. CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, qui est donc le premier syndicat patronal des petites et moyennes entreprises. Et d'ailleurs, si vous l'acceptez, je vais devoir me mettre juste à côté pour écouter l'interlocution du président de la République à 20h. Je suis désolée. Non, et je reviendrai tout de suite juste après. Et ton rêve pour Bordeaux? Mon rêve pour Bordeaux, une ville plus inclusive, voilà, qui n'oublie personne, plus inclusive. C'est-à-dire Et une ville qui n'oublie personne. Je prendrai l'exemple de Saint-Michel, par exemple, Oui. qui pour moi est un exemple type de gentrification. Voilà, donc vraiment, je pense que Bordeaux a beaucoup changé. Ça. Voilà. Et notamment l'insécurité dans certains quartiers qui n'existaient pas autrefois. Tu nous tiens au courant si jamais il y a Je vous tiens au courant parce qu'apparemment, Si il y les, a une élec- mesure forte. si là. les élections municipales seraient reportées. Exactement, Vous me le dites. fermeture des écoles et élections municipales reportées. Fermeture des écoles aussi. Apparemment, c'est ce qui aurait été dit, donc Voilà. je tiens au courant. Je vais mettre juste à La côté. situation serait grave. Eh bien, on va commencer. Je vous en prie. Du coup, je vous laisse une petite dizaine de minutes pour nous présenter les grandes lignes de notre programme. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, je m'appelle Bruno Paluto, je suis donc conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. J'étais jusqu'à présent conseiller municipal de Bègles. J'ai donc quitté la ville de Bègles, j'ai déménagé, je suis domicilié donc à Bordeaux, ville dans laquelle je travaille depuis 32 ans. Je suis chirurgien-dentiste à Bordeaux et je suis donc tête de liste de cette liste, le Réveil Bordelais, qui est soutenu par le Rassemblement National, dont je fais partie, et par la droite populaire de Thierry Mariani et Jean-Paul Garot, c'est important, qui sont deux anciens membres des Républicains, députés européens. Jean-Paul Garot, c'est le local de l'État, qui était anciennement député de Libournais, et Thierry Mariani, qui est un homme plutôt de la région PACA, qui a été ministre de Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est pour ça que nous avons sur Bordeaux un appel à une sociologie électorale bordelaise. Nous avons une liste de rassemblements de tous les horizons, bien sûr, parce qu'au niveau national, nous rassemblons aussi des personnes venant, comme M. Cotarac de la France Insoumise. Mais à Bordeaux, bien sûr, des appels sont lancés à des électeurs et électrices orphelins de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, qui, de tradition avec Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé, se retrouvaient autrefois à l'UDR, au RPR, à l'UMP et au parti LR, les Républicains, mais qui maintenant, avec la confusion, la liste de M. Florian, où on mélange un petit peu de la chèvre et du chou, de la carpe et du lapin, à savoir que dans une même liste, on associe M. Simian, qui est député La République En Marche, du Médoc, qui est anciennement maire socialiste de Ludon-Médoc, et des personnes que je connais, comme M. Duparc et M. Roquin, qui sont des hommes droitiers, des hommes de tradition, proches de sens commun. Donc nous sommes clairs, donc dans notre liste, nous avons des propositions précises. Nous représentons cette alternative patriote, souverainiste et nationale sur Bordeaux, avec des propositions très claires sur le cadre de vie, dont vous avez déjà parlé, sur la fiscalité, sur le logement, sur la mobilité, sur les moyens de transport bien sûr, et sur la sécurité. Merci. Merci. Alors, du coup, les questions vont être l'occasion peut-être de détailler. Absolument, absolument, de détailler évidemment des propositions sur les sujets précis que j'ai évoqués. Alors, comme l'a dit Alexandre, on a 4 axes au niveau de la jeune chambre définis par le national. Donc, sur le premier axe qui est l'emploi, on avait une question sur l'arrivée de nouveaux jeunes bordelais. Tout à fait. Donc, tout à fait. Excusez-moi, je vous laisse terminer la question. Et alors, par jeunes bordelais, en fait, c'était tant les nouveaux arrivants à Bordeaux que les nouveaux-nés. Les difficultés de trouver des places en crèche. Et du coup, est-ce que dans votre programme, il y a un volet Oui, alors voilà. petite enfance? Alors, bien sûr, il y aura un volet petite enfance qui sera étudié, mais d'abord 2 éléments très importants. Nous avons 2 objectifs pour la ville de Bordeaux, à savoir que
nous proposons une démétropolisation de la ville et en parallèle la transformation des quartiers de la ville, quartiers qui existaient déjà, mais transformer les quartiers en villages. La démétropolisation, qu'est-ce que ça veut dire? La démétropolisation, c'est désengorger la ville, désasphyxier la ville à tous les niveaux. On s'aperçoit donc que Bordeaux est une ville très attractive, c'est vrai, parce qu'elle est proche de la mer, proche de la montagne, il fait bon vivre, il y a une douceur de vivre. Mais cette ville s'engorge au niveau de la circulation, au niveau de... Il y a une saturation de l'emploi, au niveau des emplois, au niveau des mobilités, au niveau... la ville est asphyxiée, associée aussi à une surmétropolisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer maintenant, d'ailleurs dans le débat qui s'est déroulé hier soir, il y avait une confusion entre les métropoles de Bordeaux et les 28 communes qui sont surmétropolisées. C'est-à-dire que cette ville de Bordeaux et ses 28 communes, qui d'ailleurs les adversaires, M. Florian, M. Cazenave, veulent maintenant faire disparaître la commune de Bordeaux et ne veulent créer une super commune, une super métropole, veulent surmétropoliser jusqu'à élire une sorte de président élire des conseillers métropolitains au suffrage universel, créer dans le millefeuille administratif une strate supplémentaire, une élection supplémentaire, c'est-à-dire avec des dépenses, évidemment, avec une fiscalité sûrement associée supplémentaire. Ils veulent qu'il y ait une élection de conseillers métropolitains au suffrage universel qui élirait ensuite un président de la métropole qui ne serait pas forcément le maire de Bordeaux. Bon. Mais en fait, il y a une confusion entre les deux. Donc, Bordeaux est une métropole et sa métropole, j'allais dire, recueille aussi toutes les richesses, tout l'emploi, tous les services médicaux, tous les transports aussi alternatifs, le tramway, toute la mobilité justement qui n'est pas automobile, dans ces murs, dans les murs de la métropole, dans les murs de Bordeaux, laissant automatiquement les campagnes périphériques, les zones périphériques, les zones rurales, proches de Bordeaux, oublier ce que nous appelons, nous, les zones des oubliés, des invisibles. Et ce qui a créé justement ce déséquilibre, cette hypertrophie aussi de la ville de Bordeaux et de sa métropole, crée justement un déséquilibre aussi qui est négatif vis-à-vis de villes moyennes de la Nouvelle-Aquitaine, comme Limoges, comme Angoulême, comme Périgueux. Voilà. Donc j'allais dire, cette surmétropolisation et le fait que Bordeaux concentre toutes les richesses des entreprises, l'emploi, tous les services médicaux, les crèches, tous les services administratifs, tous les moyens de mobilité alternatifs, fait que les campagnes s'appauvrissent. Et c'est ce qui a provoqué la crise des Gilets jaunes. J'ai été parce que toutes les campagnes périphériques, toutes les zones rurales de la Nouvelle-Aquitaine, Toulouse aussi, bien sûr, la métropole toulousaine aussi, mais Bordeaux, c'est particulièrement aigu. La crise des Gilets jaunes a été très violente à Bordeaux. On m'a interviewé, d'ailleurs France 3 m'a interviewé en janvier 2019 et m'a demandé pourquoi à Bordeaux, tous les samedis, il y avait des crises des Gilets jaunes, beaucoup de Gilets jaunes, très violents, très agressifs, très présents. Et j'ai répondu, parce que dans les campagnes de la Nouvelle-Aquitaine, dans les zones rurales, périphériques, dans les centres-bourgs dévitalisés, que nous voudrions revitaliser, justement, en créant de l'emploi, en créant justement des crèches, en créant des maisons de santé, en créant des entreprises, en créant des services médicaux, qui permettraient donc d'enrichir ces centres-bourgs, de revitaliser ces centres-bourgs et de désasphyxier la ville, de faire que cette ville, j'allais dire, soit plus humaine, cette ville soit transformée en quartier où il fait bon vivre. Dans ces quartiers, nous aurons moins de pollution, moins de circulation, une fiscalité qui sera moins forte, un prix de l'immobilier, on en parlera notamment dans la location pour les jeunes, dans l'achat qui sera moindre, parce que ça c'est une conséquence négative justement de cette surmétropolisation de la ville de la ville de Bordeaux, c'est la cherté des loyers, c'est la cherté du prix de l'immobilier, parce que tout est concentré à Bordeaux.
Et de ce fait, en revitalisant ces centres-bourgs, nous aurons, grâce à la création de start-up, grâce à la création d'entreprises, je vous entendais parler tout à l'heure, excusez-moi, innocemment de télétravail, grâce au numérique, nous pourrons réduire la fracture numérique, la fracture sociale, et cette fracture entre cette France périphérique, ça vaut aussi pour d'autres grandes villes, mais c'est particulièrement aigu sur Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Cela permettra de réduire cette fracture périphérique entre les zones rurales, des oubliés, des invisibles, qui seront réenrichies, revitalisées, et la ville de Bordeaux, qui elle sera désasphyxiée, désengorgée, ce qui entraînera moins de pollution, donc plus un meilleur cadre de vie, une meilleure donc, circulation, plus de mobilité, Je me permets et de justement, rebondir. tout en transformant nos quartiers en villages, proches de notre identité traditionnelle, puisque nous, Rassemblement National, au réveil bordelais, dans notre liste le réveil bordelais, nous sommes soucieux de l'identité locale. On va peut-être y revenir. Alors du coup, vous faites le constat que, notamment à travers l'exemple des crèches ou d'autres exemples, la ville de Bordeaux est atrophiée, il faut développer... La ville de Bordeaux n'est pas atrophiée, la ville de Bordeaux concentre, Ok, et donc, ça, du coup, il faut... concentre tous les services médicaux, toutes les richesses, toutes les entreprises. Développer les zones rurales. Donc, nous ce qu'il y a, c'est de désengorger la ville, tout en créant des quartiers, tout en transformant les quartiers en villages. Et dans ces villages, bien sûr, on développera un système de crèches, mais il y aura à ce moment-là moins d'habitants sur Bordeaux. C'est l'élection du maire de Bordeaux, quel vous candidatez, donc comment vous allez revitaliser les centres-bourgs des autres communes? Eh bien, justement en créant des entreprises, évidemment des avantages fiscaux, en présentant des avantages fiscaux, ça c'est important, mais aussi par le fait que ces centres-bourgs de zones périphériques proches de Bordeaux, il y aura un cadre de vie qui sera meilleur, moins de pollution, moins de cherté de l'immobilier, plus d'écologie, plus de végétal, on vivra dans un cadre de vie meilleur, avec justement le télétravail. Le télétravail, on pourra pratiquer aussi ce que nous appelons la télémédecine dans le cadre médical. Il y aura un télétravail qui se fera, et ce qui permettra justement d'avoir un cadre de vie bordelais plus équilibré. C'est un réaménagement du territoire. Qui sera intelligent. La transition parfaite avec mon thème suivant qui est l'aménagement intelligent et équilibré. Voilà. D'accord, donc la question suivante c'est justement sur l'aménagement du territoire. On fait le constat de la difficulté parfois de se déplacer en vélo à Bordeaux alors qu'on veut promouvoir les modes on va dire, non polluants, je pense à la voiture de déplacement sur Bordeaux. On promeut le déplacement à vélo, mais c'est très difficile de se promener à vélo à Bordeaux, notamment sur les axes, les boulevards par exemple, c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Alors déjà, au niveau dans le cadre de cette démétropolisation et de cette transformation des quartiers en villages, il y aura moins de circulation automobile à Bordeaux. Je ferai quand même une parenthèse sur l'automobile. Nous sommes au Réveil bordelais, je suis le candidat justement qui ne fait pas de car bashing, qui ne fait pas de stigmatisation contre l'automobile. Parce que ni au niveau de la circulation, ni au niveau des stationnements, ni au niveau de la pollution. Nous sommes évidemment pour un système de déplacement alternatif, une extension des transports en commun, favoriser justement le développement de pistes cyclables, que les boulevards, évidemment, qui sont engorgés pratiquement tous les jours, soient désengorgés par ce système de démétropolisation. Mais nous voulons justement que la voiture, il y aura moins de voitures dans notre cité idyllique, si l'on veut s'exprimer ainsi, dans notre cité démétropolisée, transformée en village, ce qui nous permettra plus facilement, localement, de créer un certain nombre donc, de pistes cyclables, avec tout nouvel habitat, ça c'est important, parce que tout le monde ne peut pas, il faut un juste équilibre, tout le monde au jour d'aujourd'hui ne peut pas circuler à vélo, tout le monde ne vient pas à vélo travailler, en trottinette ou en tramway. Il y a des personnes qui viennent de la périphérie de Bordeaux, je travaille je crois sur Daumont-France à Lormont, à Senon, etc., la rive droite, donc il y a des personnes qui viennent à Bordeaux en voiture, et c'est l'enfer. C'est l'enfer, on en parlait tout à l'heure, Sud-Ouest est titré sur plusieurs éditions, quotidiennement, en première page, trop de travaux tue les travaux, les patrons, les salariés ont des retards, cela entraîne
du fait de ces travaux, parce qu'à Bordeaux, il y a trop de travaux qui ont été engagés, il y a une logistique des travaux qui n'a pas été bonne. Il y a des retards considérables au niveau des travaux, je crois que le plus emblématique, c'est le pont Simon-Veil, et ce qui entraîne automatiquement, évidemment, des bouchons, et ce qui entraîne une dangerosité, évidemment, j'allais dire, avec les autres moyens de circulation, qui sont notamment le vélo. Concrètement, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour... vous faites le constat, j'entends bien, mais Oui. voilà, j'ai entendu développer les pistes cyclables. Quelles seraient Nous les allons autres développer, pistes écoutez, développons les pistes cyclables dans ces quartiers que nous transformerons en village. À ce moment-là, nous aurons moins de circulation automobile. Nous voulons que chaque nouvel habitat, d'ailleurs, parce qu'il y a un problème de stationnement aussi à Bordeaux considérable, il y a un manque de places automobiles, donc chaque nouvel habitat construit sur Bordeaux, on doit associer, à chaque nouvel habitat doit être associé une place pour l'auto. Voilà, une place de parking. Une place de parking doit être associée pour chaque habitat. Oui, ça doit être le cas déjà. Oui, c'est le PLU prévoit déjà. Le PLU, À moins d'être à 300 mètres d'un transport en commun où là tu peux t'exempter. D'après. il faut que ça soit systématique. Hein. Le PLU, il faut surveiller, voire modifier le PLU pour que chaque nouvel habitat. Je ne sais pas si, justement, les nouvelles constructions. Enfin, je vois Bacalan, par exemple, ou ces nouvelles constructions qui, personnellement, je trouve que cet urbanisme ne correspond pas du tout à notre identité locale, à notre tradition. Bref, pour la transition parfaite avec ma question suivante. La piste cyclable, nous sommes favorables justement à la création de pistes cyclables, mais pour les vélos, attention, j'ai précisé justement au débat la semaine dernière sur TV7, il faut que dans cet équilibre que nous aurons dans cette ville qui sera désasphyxiée, désengorgée, parce que pour nous il y a trop de circulation, entre les tramways et les vélos, c'est très dangereux, les travaux, les vélos, les trottinettes, les pauvres piétons et les voitures. Donc actuellement, il y a un engorgement, il y a une asphyxie. Donc dans ce Bordeaux qui sera désasphyxié, dans ces quartiers transformés en village, à ce moment-là, il faudra que tout le monde se respecte. À savoir qu'il n'y aura pas, il y aura, je veux dire, des lois pour tous. La loi est la même pour tous. Les vélos devront respecter le code de la route et respecter, ne pas circuler de façon systématique ou de façon anarchique sur certains trottoirs, parce que j'ai beaucoup de personnes, des piétons, des handicapés, des personnes à mobilité réduite, des malvoyants, des personnes âgées qui ont été renversées par la bicyclette, et qui me disent, il faut absolument, vous êtes le seul qui en parlait, il faut une loi pour tous, il faut que chacun se respecte. Il faut un équilibre, aussi dans le respect de circulation des vélos, pas de circulation sur les C'est trottoirs. bien la police municipale que vous Non, mais il faut que ça soit respecté. La police municipale, d'abord, il faudra que cette police municipale soit plus nombreuse. Il y a 95 agents. On en reparlera de la sécurité de la police municipale. Mais nous voulons que les vélos respectent, qu'il y ait un respect de tous et de chacun. La liberté commence, là où finit celle des autres. À savoir que pas de circulation des vélos sur les trottoirs. Il y aura des pistes cyclables qui devront être respectées, mais il faudra qu'il y ait une loi de mobilité, des mobilités alternatives, aussi bien les trottinettes que les vélos, qu'elles respectent les personnes justement âgées, les personnes à mobilité réduite, les malvoyants ou les personnes handicapées sur les trottoirs. Alors, et quelque chose, autre chose sur quelque chose très important au niveau des pistes cyclables. Solène, vous parlez d'une extension justement des pistes cyclables, et c'est très bien. Beaucoup de mes concurrents parlent aussi d'extension des pistes cyclables et disent le vélo doit être un moyen de mobilité alternatif. Mais il y a aussi la nuit. Le jour, alors soit, le jour très bien, mais la nuit, Bordeaux, notamment dans certains quartiers, on parlait de Saint-Michel, souffre j'allais dire, d'une très mauvaise clarté, une très mauvaise lumière artificielle. Des rues sont très mal éclairées et sont dangereuses, aussi bien, j'allais dire, pour les piétons que pour les vélos. À ce moment-là, nous sommes favorables à la mise en place d'un éclairage LED intelligent. Ça veut dire quoi un éclairage LED intelligent? C'est un éclairage qui s'allume lorsque un piéton, une bicyclette, voire une automobile passe. Parce qu'il y a des zones, alors ce serait sur les zones cyclables que l'on installerait cet éclairage intelligent LED, qui est très bien pour la sécurité des personnes et des biens,
Notamment, on le mettrait aussi dans des zones piétonnes, parce qu'il y a une dualité insécuritaire à Bordeaux, j'en reparlerai tout à l'heure, entre Bordeaux la nuit et Bordeaux le jour, notamment pour les personnes féminines, excusez-moi mesdames, mais je connais un professeur de karaté qui m'a là expliqué cette dualité insécuritaire, parce qu'il donne des cours de self-défense à un grand nombre de dames qui ont été agressées à Bordeaux. L'insécurité à Bordeaux, qui n'existait pas autrefois, maintenant, elle est présente. Et notamment dans certains quartiers du centre-ville, dans des zones qui sont mal éclairées, dans des zones piétonnes, parce qu'il n'y a pas de circulation automobile, donc il n'y a pas d'éclairage artificiel avec des phares, donc c'est donc il fait noir, et des personnes féminines sont agressées dans des cours de self-défense. Donc une dualité insécuritaire. Donc moi je trouve que pour la sécurité des personnes et des biens très bien, mais aussi pour les bicyclettes, pour les vélos, la nuit sur des pistes cyclables, des éclairages LED intelligents. D'ailleurs nous avons un actif là-dessus, dans une ville gérée par le Rassemblement National, à Hénin-Beaumont, par Steve Briouat, qui justement, si les élections ont lieu dimanche, qui avait été élu au premier tour aux élections municipales de 2014 à 51%, là il va être réélu sur le premier tour avec un score canon, et bien lui, il a installé des systèmes d'éclairage LED intelligents à Hénin-Beaumont. Sans transition, j'en viens, on parlait du logement et du foncier. Il y a beaucoup de... Excellent, excellent. Alors, on voulait savoir, il y a beaucoup de logements insalubres, de logements vides, il y a aussi un fort manque de logements, un prix immobilier très élevé. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour remédier Absolument. Alors, on a des mesures très précises. Nous sommes contre un habitat indigne. Nous ne sommes pas favorables. Alors, on a eu un débat là-dessus. Nous étions favorables au début à un encadrement des loyers, non. Moi, nous sommes pour des loyers, justement, raisonnables. Un prix des loyers raisonnable. Par contre, nous sommes pour un permis de louer, contre un habitat indigne, pour un permis de louer, contre un encadrement systématique des loyers, mais par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui est un cadre philosophique, un objectif politique, mais qui est intéressant parce qu'il est repris dans d'autres grandes métropoles. Le fait de démétropoliser et de transformer les quartiers en villages fait que le prix de l'immobilier, puisqu'il y aura moins de concentration évidemment des personnes, moins de concentration des richesses, moins de cherté de l'immobilier, notamment pour les jeunes, parce que nous voulons que les jeunes, force vive de la nation, puissent travailler, vivre à Bordeaux. Dans ma liste, d'ailleurs, une parenthèse, mon troisième en seconde de liste à 27 ans, mon troisième de liste à 20 ans, et dans les 10 premiers, j'ai d'autres personnes qui ont entre 20 et 25 ans. C'est quoi le permis de louer? Alors le permis de louer, c'est un permis suite à une rénovation justement de l'habitat. On ferait passer justement un contrôleur qui autoriserait, qui donnerait un permis de louer. Voilà, un permis de louer, parce que nous sommes contre l'habitat indigne. Une grande politique justement de rénovation. Nous voulons donc avoir, nous l'avons dit tout à l'heure, une place de parking qui serait associée à tout nouvel habitat. Cette démétropolisation entraînera une baisse automatiquement du prix de l'immobilier. Nous voulons aussi, par contre, avoir, et ça c'est très important, nous sommes liés à la préservation de l'identité. Nous voulons un urbanisme local qui soit proche de nos traditions architecturales locales, pas faire n'importe quoi. Voilà. Nous voulons un respect. On a parlé tout à l'heure des quartiers de Bordeaux, de ces quartiers transformés en villages, mais il faut que ces villages, pour nous, ça c'est important, laissent transparaître notre identité, nos traditions. Ces quartiers, ces villages qui sont d'ailleurs dans lesquels il y aura, on en parlera peut-être tout à l'heure, une économie qui sera basée sur les circuits courts et sur le localisme. Voilà. C'est important, c'est ce que nous appelons la civilisation écologique. Eh ben alors, voilà, on arrive aux questions préserver la planète, justement, donc on va pouvoir en parler. Alors j'avais 3 questions, je vous les pose à la suite et après vous pouvez nous expliquer si ça répond. Sur l'immobilier, nous pensons que Bordeaux doit justement permettre aux Bordelais de vivre, de travailler, de circuler en toute quiétude. On a parlé tout à l'heure du tourisme. Le tourisme, c'est très lié. Nous sommes ravis que Bordeaux soit très attractive, soit une ville patrimoniale de l'UNESCO, ce qui a entraîné, et nous sommes ravis, la présence de touristes toute l'année. Autrefois, il y avait des touristes que j'allais dire d'avril jusqu'à octobre.
Maintenant, il y a des touristes toute l'année. Il y a aussi, évidemment, la présence, l'exploitation du fleuve, avec l'arrivée de grands bateaux, justement, de paquebots qui permettent justement de déverser des touristes qui sont attirés par ce Bordeaux, qui rayonnent à l'étranger, qui rayonnent dans le monde, hormis justement le fait que Bordeaux soit associé au vin, qui est connu autrefois pour la viticulture. Là maintenant, Bordeaux, ville patrimoniale de l'UNESCO. Mais nous ne voulons pas que Bordeaux soit uniquement un centre touristique, nous voulons que Bordeaux puisse, les Bordelaises et les Bordelais, notamment les personnes les plus jeunes, peuvent vivre grâce à un prix de l'immobilier raisonnable, un prix de locatif raisonnable, puissent circuler, voilà, avec des moyens de transport qui soient... J'en viens à mes questions sur la préservation de la planète. Donc, 3 seules questions. La première question, que pensez-vous du développement du compost et du recyclage des biodéchets? Est-ce que vous avez des propositions là-dessus? Oui, alors, oui. Je vous les pose à la suite, comme ça vous répondez comme vous voulez. Deuxième question, donc, dans les compétences de la commune, il y a l'école primaire. Que pensez-vous d'une sensibilisation à l'environnement et notamment au tri des déchets à l'école primaire? Et troisième question, s'agissant des déchets des entreprises ou des institutions, parfois c'est pas pris en compte par le ramassage municipal parce que c'est des volumes trop importants ou des choses non recyclables comme le polystyrène. Est-ce que vous avez des pistes d'action sur ce constat? Oui, alors donc d'une part la sensibilisation justement de l'écologie, la sensibilisation du tri des déchets à l'école, moi je trouve ça très bien, et même on pourrait aussi sensibiliser les adultes. Ensuite, nous sommes pour justement dans nos quartiers, dans une ville démétropolisée qui serait désengorgée, désasphyxiée, il y aurait automatiquement moins de déchets. Dans ces quartiers qui seraient transformés en villages, nous aurons moins automatiquement, il y aura un meilleur équilibre. Les personnes seront plus proches de leur quartier, plus proches de leur, écologie quelque peu personnelle, qui nous permettra de végétaliser et d'avoir un tri, d'avoir moins de déchets présents et peut-être de mieux les trier. Nous étions aussi favorables pour l'installation de conteneurs intelligents, de conteneurs numérisés, voilà, dans des quartiers. Le compostage, nous y sommes aussi, pourquoi pas favorables, et la présence justement de conteneurs intelligents. Mais là aussi, des moyens techniques, c'est très bien, mais si ces moyens techniques doivent être associés, doivent être étudiés bien sûr, mais doivent être associés à une philosophie de faire respirer la ville, de désengorger la ville. Parce que si nous avons une ville qui est toujours surmétropolisée, avec de plus en plus de monde dans la ville, avec de plus en plus d'habitants concentrés, il sera difficile d'avoir une écologie, citadine de qualité. Alors, on avait une question économie aussi, mais en fait qui est plutôt fiscalité. On a un taux communal de la taxe foncière qui est très élevé à Bordeaux. Alors, j'avais les chiffres 21,51% à Bordeaux, et si on prend une ville comparable, entre guillemets, qui est Toulouse, on n'est qu'à 20,29%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la fiscalité est aussi élevée à Bordeaux, et si jamais vous êtes élu, est-ce que vous envisagez une baisse de cette fiscalité? Alors écoutez, d'abord, nous avons des exemples, dans de nombreuses villes, je suis obligé de le dire en préambule, mais gérées par le Rassemblement national, notamment à Hénin-Beaumont, mais aussi à Fréjus. Fréjus, la ville, à Beaucaire aussi, mais surtout à Fréjus, avec David Rachid qui a réussi à faire baisser les taxes foncières et les taxes d'habitation, avec une dette qui courait sur les Fréjusiens et les Fréjusiennes sur 160 ans. Voilà, donc ils ont réussi justement en supprimant un certain nombre de mesures, en faisant des économies, en ayant une gestion plus saine de la ville, à faire baisser ces impôts. Donc nous voulons faire baisser les impôts fonciers, les taxes foncières, les taxes d'habitation. Nous avons une CFE pour les entreprises, la contribution foncière des entreprises, qui est très, très, très élevée à Bordeaux, pour les entreprises, pour les commerçants, pour les artisans. Nous avons donc des objectifs. Alors, comment faire pour diminuer donc ces taxes? Donc, une réduction justement de tous les gaspillages, quels qu'ils soient. Nous avons justement le fait aussi d'avoir cette démétropolisation fera que la fiscalité diminue.
la fiscalité diminuera parce que justement il y aura moins de personnes voulant habiter dans la ville, donc ça sera plus facile de faire baisser taxes foncières et taxes d'habitation. Les gaspillages en tout genre, nous en avons un exemple, le plus frappant, c'est cette soucoupe volante qui a coûté 750 000 € aux contribuables bordelais, qui est en train de rouiller Bacalan dans l'eau devant la Dame de Shanghai. Il y a un certain nombre de mesures qui seraient justement de gaspillage superfétatoire qui permettraient justement de faire des économies. Est-ce qu'il y a des... J'ai quelques petites questions, mais est-ce qu'il y a des... On a réussi dans les villes que nous gérons, justement en faisant une gestion de la ville plus saine. Ensuite, il y a évidemment des mesures beaucoup plus politiques. Par exemple, un certain nombre de subventions. Les subventions à Bordeaux, c'est 68 millions d'euros. C'est 68 millions d'euros. Voilà, il y a un certain nombre de subventions que l'on supprimerait, notamment des associations communautaristes. À Bordeaux, ce sont des sujets plus polémiques, mais je peux les aborder. À Bordeaux, il y a 43 000 pauvres, 21 000 personnes au chômage. La ville de Bordeaux finance des associations notamment une association avec le conseil régional socialiste, qui est une association pour conduire les femmes migrantes vers l'emploi. Or nous, avec une France où il y a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, une ville de Bordeaux où il y a 43 000 pauvres et 21 000 chômeurs, nous préférons nous occuper des nôtres avant de nous occuper des autres. Nous occupons de notre prochain, de nous occuper de notre lointain. Voilà, donc on supprimerait aussi un certain nombre de subventions qui, justement, ne sont pas du tout indispensables et nécessaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question sur un mot que vous avez régulièrement utilisé, donc démétropolisation, où j'ai l'impression que vous mettez en avant donc, les villages autour de Bordeaux. Non, pas autour de Bordeaux, le quartier transformé en village. Et surtout, le deuxième point, ce fameux quartier transformé en village, donc par exemple, on prend les Chartrons, on prend Bastille, etc. Bacalan, rive droite. Outre le fait d'ajouter de l'administration pour gérer ce village demain, je ne vois pas pourquoi ça va dépolluer, pourquoi ça va amener de l'emploi. Parce que les entreprises actuelles qui arrivent, on a Dassault à Mérignac, on a Betclic, ils n'ont pas choisi de devenir Betclic parce qu'ils vont à Saint-Flour. Dassault, par exemple, ils sont à Mérignac. On ne choisit pas, une entreprise n'arrive pas à Bordeaux juste parce que ça devient un village avec. Donc ce serait des petites. Je ne vois pas la cause-effet sur l'économie, sur la dépollution et sur le bien-être. Nous pensons que si, dans la mesure où ces quartiers, alors là vous parlez de grandes entreprises, nous pensons que dans ces quartiers transformés en villages, il y aurait la création de start-up, la création de TPE, PME, et donc de très petites entreprises et de PME, qui seraient justement basées sur le localisme des circuits courts, créant un certain nombre de produits qui seraient consommés sur place, mais aussi destinés à l'exportation, pourquoi pas. Et nous pensons que dans ces quartiers transformés en villages, dans lesquels il y aura une fiscalité justement qui sera moindre, comme dans un certain nombre de villes dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, cela permettrait, vous parlez de grandes entreprises. Moi je parle de TPE, PME, de start-up qui seraient basées sur le localisme et les circuits courts. Dans des quartiers transformés en villages qui seraient à visage humain, où justement il serait plus facile de végétaliser. Oui, je suis partisan pour la végétalisation. Il serait plus facile d'équilibrer justement la circulation. On ne peut pas du jour au lendemain supprimer la circulation automobile, mais de créer à ce moment-là des habitats à visage humain, avec une place de voiture, avec la création de pistes cyclables, afin d'avoir, j'allais dire, éviter cette course, cette surmétropolisation qui est négative, car, on en parlait tout à l'heure justement. Après, je ne vois toujours pas la cause d'effet entre démétropoliser et que des startups arrivent par magie au Chartrons plutôt qu'à Bordeaux. Mais les Chartrons, c'est Bordeaux, monsieur. Les Chartrons, c'est Bordeaux. Les Chartrons, c'est Bordeaux. Il y a des choses intéressantes. Alors j'ai noté beaucoup de choses, mais. Les élections municipales sont-elles maintenues. Par contre, dès lundi, toutes les crèches, les écoles, universités fermées. Toutes, sans exception. A priori, sans exception. Toutes les crèches, écoles, apparemment, donc si j'ai bien compris. Je pense qu'il a été obligé de maintenir les municipales, sinon il ne maintenait pas, concrètement. Parce que
il risque d'y avoir une abstention considérable. Tout à fait. Mais apparemment, il a consulté tous les chefs de parti. Ce matin, oui. Donc il y a ça, et puis concrètement, tous les salariés sont comment dire, ils demandent à tous les salariés de travailler plutôt à distance depuis un année de mois. Travailler chez eux. De favoriser le télétravail. Et tout un tas dont je pourrais vous parler tout à l'heure. D'ailleurs, en bifurquant sur ça, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au coronavirus et aux mesures qui sont prises? Alors, donc, d'abord, le coronavirus, ce qui importe, c'est la santé des personnes, des citoyens et citoyennes. Ça prime sur l'économie. Or, en France, ce que nous trouvons, ce que nous pensons, c'est qu'il y a eu peut-être un manque d'anticipation. Un manque d'anticipation, voire un manque de prévention, voire un certain retard dans l'anticipation, dans la mesure où on a voulu préserver l'économie sur la santé, sur le sanitaire. Bon, maintenant, toutes les mesures préventives sont bonnes. Toutes les mesures préventives personnelles, ou les mesures, là on arrive à des mesures évidemment qui ressemblent un petit peu à des mesures, j'allais dire, qui sont prises dans d'autres pays. Il est évident qu'on a parlé justement d'une filtration aux frontières. Ça a été tout de suite la levée des boucliers, il fallait laisser les frontières ouvertes. Il est évident que pendant 14 jours ou 15 jours, non pas de fermer les frontières, mais de filtrer certaines arrivées de personnes venant de zones qui étaient de clusters, qui étaient très contaminés, notamment la Lombardie et la Vénétie. Ça a été la levée des boucliers de personnes qui, de suite, c'est là, les frontières. Non, il faut être raison gardée, hein, c'est important. Donc là, des mesures, le stade 3, je pense, est atteint. Il n'a pas prononcé. Il n'a pas prononcé, mais enfin, nous pensons, donc avec ce que vous venez d'évoquer, que le CIC doit être mis en place, c'est-à-dire la cellule interministérielle de crise. Le CIC doit être mis en place parce que l'urgence sanitaire le réclame. Voilà. Mais que voulez-vous dire justement par le fait de fermer les frontières? Non, je pense que on devait filtrer. Concrètement. Oui, mais le coronavirus, on pouvait filtrer un certain nombre justement de personnes qui traversaient les frontières, notamment venant de Lombardie ou venant de Vénétie. On ne pouvait pas en Italie aller de Lombardie ou de Vénétie aller à Rome ou aller à Venise, mais on pouvait justement venir à Nice. Hein. Donc là, je ne pense pas que c'était quelque chose de complètement honteux ou de complètement, j'allais dire, un sacrilège de filtrer un certain nombre aux frontières, de fermer les frontières, mais de contrôler aux frontières un certain nombre de cars, de bus, de supporters, justement de football, qui traversaient les frontières venant de zones à risque ou de zones qui étaient déjà contaminées. Il y a manque aussi d'anticipation. Il y a une dizaine de jours, il y avait, ça c'est très bien, très positif, que des personnes qui habitent, françaises, en fait, des Français qui habitaient Wuhan, qui travaillaient à Wuhan, ont été rapatriés et ont été justement mis dans des zones de confinement pendant 14 jours, ça c'est très bien, une mesure de prévention excellente, mais en parallèle, des avions, il y a des vols commerciaux qui décollaient de Chine et qui atterrissaient à Paris. Voilà, donc là c'est un petit peu contradictoire. Je me permets de revenir aux élections municipales, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi j'ai une autre question, c'est pas du tout aussi, vous parliez un peu de la sécurité, vous pouvez essayer d'en parler aussi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une recrudescence, je le sais, mais même si je ne travaille pas sur les quartiers de Bordeaux, on a beaucoup de problèmes de sécurité dans des gros quartiers. Qu'est-ce que vous compteriez faire si vous étiez élu, notamment je pense plus aux Aubiers, au Grand Parc, à Bacalan? Alors nous avons donc, tout à fait, donc dans un premier temps, nous avons la sécurité, la première des libertés. Charles Péguy disait, il n'y a pas de liberté sans ordre, l'insécurité c'est la servitude. Je dirais donc d'abord des mesures. La police municipale doit être armée. La police municipale, il y a 95 donc actuellement agents, il faut qu'il y en ait plus. Il faut que cette police municipale travaille en synergie avec justement la police nationale, de jour comme de nuit, dans des missions qui sont plus proches de la sécurité des personnes et des biens, et non pas que pour le stationnement ou pour le contrôle justement d'événements festifs. Ensuite, il y a la vidéoprotection.
La vidéoprotection, nous sommes favorables justement à une vidéoprotection qui soit redistribuée, alors avec ou sans, j'allais dire, reconnaissance faciale, ça c'est un débat, les caméras sont très onéreuses, mais il faut une vidéoprotection qui soit partout dans la ville, et non pas simplement dans certains quartiers, notamment les Aubiers, il faut qu'elle y soit. Là, elle est concentrée sur la gare. Il faut qu'elle soit redistribuée partout, cette vidéoprotection, avec justement des personnes de la police municipale qui surveillent la vidéoprotection, permettant des interventions rapides et de la police municipale armée et de la police nationale, de jour comme de nuit. Enfin, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce système d'éclairage intelligent LED, comme il a été installé à Hénin-Beaumont et qui, sur un plan de la sécurité routière, notamment pour les pistes cyclables, serait très intéressant pour la sécurité des personnes et des biens. Car, je parlais de ce professeur de karaté qui me parlait de l'insécurité, vous parliez de certains quartiers, justement à Bordeaux, je vais y revenir, qui sont très mal éclairés. Très très mal éclairés. Donc nous aurions dans ces quartiers, où, notamment des zones piétonnes, car il n'y a pas de véhicules automobiles pour éclairer la nuit. Donc on est dans le noir, beaucoup de personnes féminines ne vont plus dans ces quartiers parce qu'elles sont agressées, parce qu'elles sont dans une zone d'insécurité. Il y a cette dualité insécuritaire entre le jour, les quartiers sont le jour assez sécurisés. Je pense au Miroir d'eau, je pense au quartier Saint-Michel, quartier Saint-Pierre, justement où la nuit il y a des trafics de drogue. On a vu malheureusement qu'il y avait de très nombreux crimes sur le trafic de drogue là, cet automne et cet hiver. Donc le système LED, le système d'éclairage intelligent qui s'allume lorsqu'un piéton, lorsqu'un vélo, lorsqu'une voiture passe. Enfin, nous avons des objectifs politiques. Madame Bussiot, tout le monde connaît Madame Bussiot. Non, vous ne connaissez pas Madame Bussiot? C'est la préfète de la Gironde. Eh Madame Bussiot nous a annoncé qu'à Bordeaux, il y avait 20% d'augmentation de la délinquance. 20%. Du fait des MNA, des mineurs non accompagnés. Alors ce sont des migrants en situation irrégulière à Bordeaux qui ne sont pas mineurs, on le sait. Donc Madame Bussiot, donc nous, ça c'est un objectif, nous voudrions faire en sorte que les mineurs non accompagnés ne circulent plus à Bordeaux et ne commettent plus d'actes de délinquance et que la délinquance diminue. Dans les villes gérées par le Rassemblement national, à Hénin-Beaumont, à Beaucaire ou à Fréjus, la délinquance a diminué de façon considérable. C'est pour ça que les maires seront réélus avec des scores excellents dimanche, au premier tour. Pourront contrôler, je termine, la suppression de squats à Bordeaux, 150 squats à Bordeaux. 150 squats, dont le plus emblématique, le squat rue Laforie de Montbadon, à quelques centaines de mètres d'ici, avec des trafiquants de drogue, là aussi de différentes origines, qui terrorisaient les personnes, terrorisaient les riverains, qui s'étaient montés en association. On a mis 2 ans pour que le squat soit démembré, soit démantelé. Donc une politique, le maire évidemment est le premier magistrat de la ville, mais il peut saisir le préfet ou le procureur de la République. Voilà. Donc, et enfin, ce camp de migrants, une honte pour Bordeaux, un drame humain, ce camp de migrants à Bordeaux-Lac. J'ai vu des personnes dans les États-Unis qui ont vu ça, mais ils se sont dit, mais qu'est-ce affreux. Non, ce sont des drames humains, aussi bien pour les personnes qui y vivent, dans les cabines ou les douches mobiles de M. Florian. Non, les camps de migrants doivent être démantelés et les personnes doivent être expulsées, les immigrants en situation irrégulière doivent être expulsés. Voilà, la loi doit là aussi être la même pour tous, c'est important. Enfin, il y a quelque chose beaucoup de personnes me disent, mais vis-à-vis de l'immigration qui serait trop importante à Bordeaux, qui serait mal régulée, vous, maire de Bordeaux, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune mesure qui permette de le réguler, ou de le réguler de façon de le prévenir, non pas de façon policière, mais de façon administrative. Il n'y a que le préfet, il n'y a que le gouvernement, pas du tout. Pas du tout, et ça peu de personnes le savent. Le maire a justement un droit de regard sur la remise de 3 éléments. Sur l'attestation d'accueil, il y a un avis, le maire a donné au service de la mairie, le service de la mairie dans une grande ville comme Bordeaux, bien sûr. Mais le maire et ses services doivent donner un avis favorable ou
défavorable sur 3 éléments essentiels. Sur le regroupement familial, sur l'attestation d'accueil et sur la carte de résident. Or, en France, lorsqu'il n'y a aucun avis qui est donné, lorsque justement on réclame un avis pour des personnes justement qui réclament une de ces 3 attestations, si aucun avis n'est donné, alors c'est un avis favorable qui est donné aux intéressés. Qui ne dit mot consent. Et il est évident qu'à Bordeaux, comme dans de très nombreuses villes, aucun avis n'est remis. J'avais une question qui n'a rien à voir sur la sécurité, qui est plutôt sur la mobilité, parce que vous avez beaucoup parlé aussi. Mais vous avez peu parlé en fait de votre position sur le tramway. Est-ce qu'il faut continuer à l'étendre, créer une nouvelle ligne? Oui, alors moi, nous sommes, oui, on est favorable justement à une extension, de ligne de tramway qui permettrait justement de désenclaver certaines zones périphériques. Alors là, certaines bourgs qui seraient pas très loin de Bordeaux, justement, et favorable, oui, justement, à une extension du tramway. Mais pas au niveau du centre-ville de Bordeaux, je pense qu'il y en a assez, il y en a suffisamment. Et là aussi, quelque chose d'important, à propos des villages, des quartiers transformés en villages, nous avons une spécificité. Ce sont les RIC, les référendums d'initiative citoyenne. Parce que dans ces quartiers transformés en villages, comme dans une ville qui est tenue par un maire Rassemblement National, l'ancien, j'allais dire, membre de la CGT, c'est Fabien Engelmann à Hayange. Hayange au nord-est, eh bien lui, dans la ville d'Hayange, qui est moins grande évidemment que Bordeaux, mais dans les quartiers d'Hayange, lorsqu'il y a un grand projet, justement, qui est soumis aux citoyens, aux citoyennes de la ville d'Hayange, à ce moment-là, un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, est instauré, justement, ce qui permet, et les personnes, les citoyens et les citoyennes, justement, donnent leur avis par ce référendum, et le maire en tient compte. Là, c'est important. On rejoint un petit peu ce que désiraient les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes, pas les casseurs que nous condamnons. Moi, j'ai une question par rapport à votre permis de louer que vous avez évoqué tout à l'heure. Premièrement, est-ce que c'est de la compétence de la municipalité de décider de mettre en place un permis de louer? Jamais fini. Et deuxièmement, si oui, comment vous prévoyez de le financer? Qui va payer pour décider d'avoir ce permis pour pouvoir Qui va payer pour décider? Je ne comprends pas bien votre question. Vous avez dit que vous mettriez en place des contrôleurs qui viendraient mettre en place. Bon, c'est le propriétaire. alors techniquement, nous sommes pour une grande politique de rénovation. Je pense que cette politique de rénovation urbaine doit associer les collectivités territoriales, que sont les départements, que sont la région, que sont la municipalité, la grande ville de Bordeaux, voire la métropole, qui existerait, mais qui serait démétropolisée, qui aurait moins de pouvoir, et pas d'élection comment dirais-je, de conseiller métropolitain au suffrage universel. Non. Qui financerait les contrôleurs? Vous voulez me dire qui financerait ces systèmes? Écoutez, à ce moment-là, ce seraient les collectivités territoriales. Je pense que cette politique de rénovation urbaine, elle doit être à la fois sur la ville de Bordeaux, mais aussi dans les villes périphériques, dans toutes les villes de la métropole, mais aussi dans les centres-bourgs, puisque nous avons une politique, j'allais dire, ça commence déjà un petit peu avec la région Aquitaine, je suis conseiller régional de l'Aquitaine, et on est toujours favorable, nous votons toujours d'ailleurs les subventions, les propositions de délibération qui proposent de revitaliser ces centres-bourgs. Dans la revitalisation des centres-bourgs, il y a des programmes avec Grand Rue notamment de rénovation urbaine. À ce moment-là, les contrôleurs, ce ne serait pas un système, une administration de contrôleurs étatique, j'allais dire particulièrement importante. Je pense qu'on pourrait à ce moment-là s'entendre sur un certain nombre d'experts, ce ne serait pas une expert qui justement autoriserait, qui verrait que l'habitation que l'habitation sera en bon état, il y aurait des normes, j'allais dire, on serait en bon état pour pouvoir être loué, pour éviter justement l'habitation indigne. Alors, l'heure tourne, on avait, sauf s'il y a des questions complémentaires, mais... Je ne pense pas que ce soit un problème, l'administration, les experts, on peut faire un collège d'experts, ce ne serait pas besoin de rajouter au millefeuille administratif, de rajouter une dépense superfétatoire supplémentaire, on peut trouver des experts, sans que ce soit des contrôleurs appartenant aux collectivités. Que ces attestations et forces légales, il faut bien qu'ils soient inscrits dans une loi. Vous disiez pas de contrôleur étatique, mais on ne fait pas les choses comme ça dans une ville sans que ce soit encadré par...
D'accord, mais c'est un permis de louer, oui. On peut aller vers un permis de louer. Oui. Et on n'est pas favorable à l'encadrement des loyers. Oui, j'ai plusieurs questions, mais peut-être que je vais poser celle concernant le développement économique, qui est mon cœur de métier. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines entreprises ont du mal à recruter, qu'il existe effectivement des métiers en tension. Quelles sont vos propositions? La formation professionnelle. Nous sommes très favorables à la formation professionnelle. Et donc au développement de la formation professionnelle qui malheureusement en France, et nous sommes pour une aide pour développer, puisque c'est le cœur de l'économie. Je parlais des grandes entreprises, nous voudrions créer dans ces quartiers, favoriser les TPE et les PME, qui sont aussi bien sur Bordeaux que sur l'ensemble de la nation, les forces vives économiques de la nation. Favoriser les TPE et PME, favoriser la formation professionnelle. Diminuer aussi la CFE, qui est très forte à Bordeaux, pour être bordelais, pour avoir une analyse plus précise au niveau de Bordeaux. La contribution foncière des entreprises est très élevée à Bordeaux, par rapport à d'autres villes. Est-ce que je peux juste poser une dernière question, puisque je sais que le temps nous est compté. Mais là, effectivement, comme vous avez actuellement cette casquette régionale, puisque vous êtes conseiller régional, et puis effectivement vous projetez donc d'être potentiellement le maire de Bordeaux. Ambitions. Voilà, vous ambitionnez effectivement le poste de maire de Bordeaux. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur votre conception des coopérations internationales, et donc en l'occurrence des jumelages également, et de cette dimension internationale, puisque quand même Bordeaux est aujourd'hui... Ah, tout à fait, ville patrimoniale, tout à l'heure on en a parlé, vous n'avez pas entendu. Bordeaux est ville patrimoniale de l'UNESCO, donc cela qui entraîne la venue de touristes toute l'année. Donc nous sommes tout à fait favorables à des coopérations, nous sommes favorables à une coopération internationale qui soit gérée, il y a des coopérations internationales qui doivent être gérées par le Quai d'Orsay. Voilà. Et il y a des coopérations internationales qui sont liées au jumelage, très bien, qui doivent être à ce moment-là du domaine de la ville. Le ministère des Affaires étrangères doit gérer les coopérations internationales. Nous avons, au Conseil régional, nous ne sommes pas favorables à un certain nombre ce ne sont pas de coopérations internationales qui sont des aides systématiques à un certain nombre de pays sans contrepartie, voyez-vous. Donc nous sommes favorables. Là, j'ai entendu, par exemple, dernièrement, lors d'un GIA, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai entendu avec grande satisfaction qu'au Sénégal, justement, il y avait une université de médecine qui s'était créée avec un CHU. Et moi, je suis tout à fait favorable. J'ai des camarades de promotion, je faisais médecine, qui venaient d'Afrique. J'étais très ami. Et bien, ces personnes, ils sont revenus en Afrique, justement, lorsqu'ils ont été diplômés, pour pouvoir, justement, développer la médecine en Afrique, développer des universités, développer créer des CHU. Il ne faut pas, comme cela s'est produit dans certaines villes françaises, notamment en Seine-Saint-Denis, qu'il y ait plus de médecins maliens en Seine-Saint-Denis qu'à Bamako. Donc ça, c'est la réalité. Donc ça, non. Donc ça, c'est une coopération qui, je trouve, est satisfaisante. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent en France. Alors ça, très bien. Mais il faut qu'il y ait une réciprocité. Nous sommes contre, justement, des aides à un certain nombre de pays permanentes, en Madagascar, au Burkina Faso notamment, sans contrepartie. Il faut qu'il y ait une contrepartie, j'allais dire, que ces pays se développent, mais ensuite, évidemment, il faut que ces pays, ce sont des accords entre pays qui doivent être gérés par le ministère des Affaires étrangères, et c'est la compétence du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Maintenant, pour Bordeaux, je suis tout à fait d'accord, favorable à ce qu'il y ait notamment, avec ce développement de ce tourisme international toute l'année, qu'il y ait à ce moment-là des jumelages citadins de villes avec des villes, pourquoi pas, justement. C'est deux choses qui sont très différentes, au niveau culturel, au niveau économique, pourquoi pas, mais pas entre pays. Pas la région Bordeaux vis-à-vis d'un pays, non. Ça, c'est le domaine du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay. Pour revenir et pour peut-être préconclure sur la composition de votre liste, combien de personnes n'ont jamais eu de mandat électoral? Combien de personnes
Attendez, je réfléchis 10 petites secondes. Franchement, 63. D'accord. Il y a M. Colombier, M. Jacques Colombier, qui était ancien conseiller municipal bordelais, qui est le président de notre groupe Rassemblement National, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, qui est député honoraire européen, qui a resté un an et demi député européen, et qui est le dernier sur ma liste en position symbolique, et puis votre serviteur qui est en tête de liste. D'accord. Voilà, donc il y a 63 personnes, il y a 65 candidates et candidats, on commence par les dames, et donc votre serviteur est le dernier de liste, Jacques Colombier. Alors, s'il y a encore une petite question. Une question impertinente. C'est vous, la question. Une question justement sur votre liste. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez quelqu'un d'une origine étrangère? Oui. Catherine Boubi, qui est marocaine. D'accord. Tout à fait. Qui s'appelle Catherine Boubi, qui est marocaine. Qui est française ou Qui est française d'origine marocaine. Mais tout à fait. Et je peux vous dire que le drapeau français, tout à fait. Et j'en ai d'autres. J'en ai un autre. Ah non, parce que sur 65 pour monsieur, j'ai Mathieu Drouin, qui est né à Gonzales au Texas. Alors lui, justement, on me parlait de médecin, il est franco-américain, il a double nationalité, il est franco-américain, il est de père, Mathieu Drouin, père américain et de mère texane, américaine. Voilà, et il est absolument charmant, il a une physique à la John Wayne, il est extraordinaire, voilà, et c'est le joueur de... Il est diplômé de son épouse, qui est d'origine argentine, ils sont diplômés de médecine en Argentine. Et ils essaient de passer le diplôme français en médecine en équivalence. Et c'est excessivement difficile, ils ont été collés là au mois d'octobre, malheureusement. Et c'est un monsieur qui a vécu le drame de 2001 des tours jumelles à New York, qui l'ont beaucoup marqué. Voilà, parce qu'il a vécu ça, il a été marqué par tout ça. Voilà, donc j'ai ce monsieur qui est franco-américain, j'ai une français, on peut voter. J'ai une dame, Catherine Boubi, qui est d'origine marocaine. J'ai un monsieur aussi qui vit moitié en France, moitié aux États-Unis, qui est marié avec qui vit en Floride et qui vit à Bordeaux. J'ai une partie de l'année qui va en Floride aussi. Voilà. Justement, je rebondis sur cette... En fait, c'est vraiment une petite transition. Parlez-vous plusieurs langues? Alors, je parle anglais, un petit peu anglais, et malheureusement, ich spreche Deutsch, aber ich habe kein Deutsch seit Jahren geübt. 38 Jahre nicht gesprochen. Voilà, j'ai parlé un petit peu allemand, mais alors j'ai toujours été problématique avec j'ai des amis allemands. Et tous les Allemands que j'ai rencontrés parlaient français comme vous et moi. Voilà. Et donc, quand ils parlent toujours, ils sont très très brillants partout. Et notamment dans les langues vivantes, alors je parle un petit peu anglais, je parle un tout petit peu allemand, et j'ai toujours honte de parler allemand avec des Allemands parce qu'ils parlent français en général très 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 bien. Voilà. Alors, une question. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Merci. Une question conclusive avant de laisser la question de la fin à Alexandre. Pourquoi nous, jeunes chambres économiques, associations de leaders citoyens investis bénévolement pour améliorer le territoire, devons-nous voter pour vous? Écoutez, d'abord parce que la jeunesse, nous faisons, je ne veux pas qu'on fait la promotion de la jeunesse, mais vraiment une ligue. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont de très grande qualité, qui sont derrière nous, et qui sont les forces vives de la nation, et qui sont prêts à relever les défis dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la... dans tous les domaines, dans le domaine de l'écologie, dans tous les domaines de la santé, dans tous les domaines que nous avons évoqués. Je prends l'exemple, raconter, disons, de faire des phrases biaisées, Jordan Bardella, qui est d'origine italienne, qui
qui a 23 ans, qui était donc conseiller régional, comme moi, d'Île-de-France, lui, qui a conduit la liste Rassemblement National aux élections européennes, et qui a été excessivement brillant, qui a fait une campagne sensationnelle, et qui a fait que nous sommes arrivés en tête de très peu devant Mme Loiseau et la liste La République En Marche. Enfin, nous avons les jeunes, j'allais dire, au Rassemblement National, ce n'est pas des faire-valoir. Les jeunes qui ont des qualités, eh bien, ils ont une promotion, ils sont mis en avant, ils sont en première place. Jordan Bardella sur ma liste. Moi, j'ai des jeunes de très très grande qualité, aussi bien filles que garçons, femmes que garçons, femmes comme jeunes. Donc, nous croyons en la jeunesse, et la jeunesse, donc, nous la mettons en avant. Voilà. Ça, c'est très important. Nous avons confiance dans les jeunes, ce sont les forces vives de la nation, et ce sont elles qui nous remplaceront, et qui devront faire face à un monde qui sera plus difficile que celui que nous avons connu, celui que j'ai connu, notamment dans les années, fin des années 60, les années 70 ou années 80, dans tous les domaines. Nous avons actuellement, parliez de ce qui se passe actuellement est terrible au niveau sanitaire. Il y a aussi quelque chose en Turquie dont personne ne parle. Bien sûr, on parle, c'est normal, de la crise, mais Jordan Bardella est avec des députés européens de notre groupe, Identité et Démocratie, avec d'autres partis européens, justement, ils sont sur la frontière turque. Et c'est affreux ce qui se passe. Les islamistes au pouvoir en Turquie ont ouvert les frontières et déversent des millions de personnes, justement, sur la Grèce, qui subit actuellement une véritable invasion. Voilà. Donc les Grecs, il y a un certain nombre de pays, ça vous ne le savez peut-être pas, comme la Slovénie, l'Autriche, qui subissent la Grèce. Qui a ouvert les frontières, pardon? Erdogan qui d'une part fait la guerre en Syrie, d'une part attaque la Syrie, pour favoriser justement, pourquoi il attaque le nord de la Syrie? Parce que justement il y a Daesh, pour favoriser un certain nombre de djihadistes dans le nord de la Syrie qui sont affiliés à la Turquie, et en parallèle, il y a ce chantage à l'Union européenne qui est faible l'Union européenne, qui n'a aucune politique d'ensemble, d'unité, qui déverse des millions de personnes. Il y a des 3 millions de réfugiés, plus d'autres, qui arrivent en Turquie, qui arrivent de la Turquie, et certains qui dans des situations particulièrement dures, difficiles, agressives, qui arrivent sur le territoire grec, et un certain nombre de pays européens, comme l'Autriche, la Slovénie, ont envoyé des troupes, justement, pour aider les Grecs. L'Union européenne est aux abonnés absents, totalement aux abonnés absents. La Grèce, la pauvre Grèce, est submergée. Il y a une véritable guerre, une véritable invasion. C'est une véritable invasion liée, justement, à ce pouvoir islamiste d'Erdogan en Turquie. C'est très grave. Alors nous en parlons très peu. Nous sommes face à des problèmes gravissimes et qui seront de plus en plus aigus. Et c'est pour ça que les jeunes de qualité, nous en faisons la promotion, parce que nous comptons sur eux pour régler les problèmes de demain, qui sont des problèmes aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Malheureusement, nous vivons dans la mondialisation. Donc la mondialisation, elle est escalée, elle existe, mais il faudra justement, la mondialisation dont nous vivons, et supprimer les problèmes liés au mondialisme. Ça, on peut régler ces problèmes. C'est une volonté politique. Mais la mondialisation, elle existe. C'est vrai. Donc, merci M. Pavuto. C'est vrai qu'on pourrait parler de beaucoup de choses. Vous pouvez parler de beaucoup de choses. Une dernière question, c'est la dernière. C'est un peu une tradition à la Jeune Chambre, quand quelqu'un évoque notamment une équipe candidate, parle devant l'Assemblée pour se faire élire. Si vous pouviez vous définir, et la réponse est très facile, très courte, en un mot, vous, comment vous définiriez-vous en un mot? Opiniâtre. Merci. Merci. Je vous remercie, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous. Merci.